Christian Maresco, quel a été l'objectif de ce livre quand vous êtes mis à l'écrire avec Monsieur Halimi? Faire passer un message à de très nombreux médecins ou soignants qui, comme moi, au départ pensaient qu'ils étaient tout à fait isolés dans leur cas et finissaient par intérioriser les reproches qui leur étaient faits. Presque tous les médecins que j'ai vus, avec qui j'ai discuté, m'ont dit que ce qui les avait rassurés, c'était de comprendre qu'ils n'étaient pas fous, qu'ils n'avaient pas fantasmé et qu'ils avaient été vraiment victimes d'un harcèlement organisé. Mais c'est terriblement déstabilisant quand on est seul. Donc le professeur Halimi, ce qui est particulier, c'est que lui n'était pas concerné, il n'a jamais eu de problème et il s'est senti dans l'obligation d'aider par rapport à son ami Jean-Louis Mélinien. Et il a eu un rôle un peu de psychothérapeute avec des dizaines et des dizaines de personnes qu'il a rassurées, qu'il a redonné des espoirs professionnels. Donc c'était faire passer ce message, le harcèlement existe. Et quand vous en êtes victime, ne culpabilisez pas, sachez vous défendre, sachez le dire. Quand on lit le bouquin Ça fait froid dans le dos, on se rend compte que partout, en France, l'hôpital public est en danger. Je pense que partout en France, la médecine est en danger. Je pense que le piège qui nous est tendu, c'est d'essayer de faire en sorte que les médecins de ville, les médecins travaillant en clinique privée et les médecins hospitaliers se sentent en compétition ou en rivalité. Ce que j'ai vu par rapport à des médecins travaillant en clinique privée, ils sont victimes des mêmes sanctions, des mêmes problèmes, s'ils dénoncent des falsifications de factures, des surfacturations, des erreurs thérapeutiques. L'hôpital est plus visible, mais c'est la médecine française qui est en cause. Vous écrivez que si vous aviez su tout ce qui vous est arrivé, cette descente aux enfers, vous seriez peut-être protégé différemment, vous n'auriez peut-être pas agi comme vous l'avez fait? Je pense que j'aurais pas pu le supporter, mais je pense que si j'avais eu 20 ans de moins, je serais parti, et beaucoup plus pour protéger ma famille, mes enfants, mon épouse, que pour me protéger moi. Moi, j'ai été victime de ce harcèlement, mais je savais pourquoi. Eux ont vécu des choses abominables sur le côté professionnel et personnel, et c'était pas leur responsabilité. Donc ma famille a été un peu dégâts collatéraux de ce qui s'est passé. Et je pense que si j'avais été plus jeune et si j'avais su que j'allais foutre en l'air, entre guillemets, la vie de mes enfants et de mon épouse, oui, j'y aurais réfléchi à 2 fois. C'est très fort là, parce que c'est-à-dire que foutre en l'air la vie de votre épouse, vos enfants, ils ont trinqué à ce point. Ah oui, il y a eu des plaintes contre mon épouse. Ma fille s'est fait refuser des postes quand elle a donné son nom, puisqu'elle a une profession paramédicale. Et mon fils a eu des réflexions. Il est également dans le monde médical très très dur. Et ils se sont fait tous les deux insulter sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Alors qu'on comprenne un peu mieux, on parlera des affaires proprement dites plus tard. Racontez-nous un peu cette évolution. Vous voyez des dysfonctionnements graves. À un moment donné, vous ne pouvez plus vous taire. Et là, comment ça se passe par rapport à la direction de l'hôpital? Moi, ce que j'ai toujours dit, lorsque j'ai commencé à signaler des dysfonctionnements graves, que je n'ai perçu que quand je me suis trouvé à faire de la neurologie d'urgence avec les AVC. Donc j'ai commencé en 2004-2005 et de 2006-2007, j'ai vu de graves dysfonctionnements. Je l'ai signalé à la direction, mais en toute bonne foi. Pour moi, j'étais un enfonceur de porte ouverte, pas un lanceur d'alerte. Je signalais à la direction, si vous continuez ou si vous ne faites pas attention, les machines lourdes d'imagerie sont détournées vers le privé. Qui est du privé, c'est tout à fait normal, mais il ne peut pas être en priorité et il ne peut pas empêcher d'avoir accès aux urgences. Donc initialement, les choses se sont passées de façon neutre.
Sur un cas particulièrement dramatique, la direction m'a affirmé de son soutien. Et puis quand la patiente a eu l'expertise l'a dégommée de façon odieuse. Et c'est là que j'ai dit à la direction, il n'y a plus d'accord de confidentialité. Vous m'aviez dit que vous protégeriez les patients maltraités, ça n'a pas été le cas. Donc je serai derrière eux lors des expertises et s'il faut, ça ira plus loin. Et c'est à partir de là que les choses ont flambé. Donc l'expertise en question est passée en 2012. Et dans le certificat que je faisais pour protéger la patiente, j'utilisais les plannings de radiologie, montrant que pendant la journée entière, elle était arrivée à 5 h du matin à l'hôpital, elle a eu l'examen radiologique indispensable à 21 h, que pendant toute la journée, les machines IRM de Haute-Pierre avaient été utilisées par du privé ambulatoire chez les gens en bonne santé, puis qu'à 17h30, que le patron avait fini sa journée de travail, il a fermé, et qu'on a attendu 20h30, 21 h pour que le médecin de garde puisse être appelé, puisque la garde ne commence normalement qu'à 20h30, 21 h. Et c'est là aussi que je me suis aperçu que pour garder le monopole de l'IRM à Strasbourg, le patron de radiologie refusait de former les jeunes médecins français à l'IRM pour qu'ils ne puissent pas s'installer en ville et lui faire de la concurrence. Et donc le jeune médecin qui était de garde n'avait jamais vu d'IRM de sa vie, ou à peu près. Et donc ça a fait une erreur diagnostique majeure qui a eu une cascade de conséquences dramatiques pour la patiente. Et à partir du moment où je m'étais servi de ces plannings, ça a été la déclaration de guerre, qui a fait aussi que le service de radiologie vasculaire interventionnelle avec lequel je travaillais bien a été détruit. Quelque chose d'hallucinant, il y a 3 pages de la direction pour justifier la régulation de ce service de pointe. Une, c'est il faut virer le patron. La deuxième page, c'est il faut virer la secrétaire, parce qu'ils pensaient que c'était elle qui m'avait filé les documents. Et la troisième, c'est on va remplacer le patron par un robot, qui était une machine américaine inadaptée, coûteuse, acheter une boîte qui était en train de faire faillite, et qui était en train de faire faillite parce que ses dirigeants avaient été mis en examen pour faux et usage de faux et fraude. Quand la guerre est déclarée, vous passez pour un emmerdeur et l'hôpital va tout faire finalement pour vous isoler et tout doucement vous exclure. Pour m'isoler, oui, ça, la pression a bien marché. Et la première grosse manœuvre, ça a été la direction de l'hôpital a organisé une réunion avec le Conseil de l'Ordre, visant à ce que je reçoive un blâme, voire à ce que je sois radié. Ça n'a pas pu marcher. Et après, avec les choses qui empiraient, la menace a été les procès en diffamation. Et puis, comme je n'ai pas cédé et que j'avais préparé une défense argumentée sur l'excuse de vérité, la direction, voyant les 200 pages de documents qui allaient circuler, a trouvé un prétexte qui arrangeait tout le monde. Dans la plainte rédigée par l'avocat de l'hôpital, certains mots avaient été tapés en gras. Et j'étais donc incapable de comprendre réellement ce qui m'était reproché. C'est vrai que comme j'ai bac plus, c'est une petite limite pour la lecture. Et ensuite c'est allé de mal en pis, c'est ça? C'est-à-dire que vous n'avez plus d'existence. J'ai disparu des organigrammes. Et c'est au moment où toutes ces choses-là s'accumulaient que finalement j'avais décidé de prendre contact avec la presse. Moi, ce que je voyais venir, et c'était aussi l'impression de mon avocat, c'est que j'allais me faire virer et qu'au moment où je me battrais avec la presse pour expliquer pourquoi je m'étais fait virer, ça serait simplement les réactions aigries d'un vieillard pathologique qui se défendait. Donc il valait mieux que je mette sur la place publique les raisons pour lesquelles j'étais amené à m'opposer à l'hôpital, pour ne pas me retrouver dans cette situation de « oui, mais il râle maintenant parce que l'hôpital a été obligé de le virer ». C'est l'image en fait qu'on a voulu aussi, absolument. qu'on a répandu. La 5 voulait faire une émission d'enseignement sur les accidents vasculaires cérébraux. Il voulait m'enregistrer pendant un cours, parce qu'il savait que mes cours étaient...
Et le doyen a répondu que je n'avais plus le droit de faire de cours tellement j'étais détérioré. J'étais content quand les journalistes me l'ont dit. J'ai eu pendant 3 ans des vacations à l'hôpital de Rouffach. L'hôpital faisait courir le bruit que j'avais été interné à Rouffach. Ce qui est presque pareil, avec des petites nuances. Je faisais des consultations à Rouffach. Je n'étais pas interné. Ce qui a déclenché un petit peu votre engagement, ça a été justement cette difficulté d'accès pour les patients qui arrivent aux urgences, d'accès aux IRM pendant la journée. C'est Oui. Ça Oui, mais parce que c'était, sur les cas que j'ai vus et qui étaient nombreux, j'en ai vu des dizaines, quelque chose d'effarant de refuser un examen à quelqu'un qui en avait un besoin urgent pour ne pas désorganiser sa journée. Quand nous étions à l'hôpital central, les radiologues faisaient du privé aussi. Mais ils sortaient à minuit, 1h du matin, 2h du matin de leur journée de privé, parce que, bien entendu, nos urgences s'intercalaient. Et je m'ai vu un patient... les privés râlaient, ils étaient très contents de participer, et même les radiologues pestaient, mais pour le principe, ça leur serait pas venu à l'idée, alors que le Haute-Pierre, c'était l'urgence, c'est la garde. Donc, les radiologues seniors ont le droit de faire ce qu'ils veulent des machines, et une fois qu'ils sont rentrés à la maison, et que la garde est là, on a le droit de passer, mais malgré tout, en essayant d'être aussi limité que possible. Et c'était un système excessivement coûteux. C'est-à-dire que ça a été étudié par les gens de Lille. C'est un système qui, par les délais d'attente, etc., coûte le prix, pour un grand CHU, de plusieurs dizaines d'IRM chaque année. Donc quand on dit on n'a pas d'argent, ce que les radiologues de Lille disent, c'est chaque année vous déchirez plusieurs dizaines de millions d'euros parce que vous travaillez de façon aberrante. Exemple que j'avais repris du patron de neuroradiologie de Toulouse qui disait mais enfin laisser les pompiers utiliser des motopompes de pointe pour aller arroser contre rémunération des plates-bandes et remplir des piscines en privé, alors qu'il y a les maisons qui brûlent, on peut le prendre par tous les bouts. C'est pas économique, c'est pas logique. Ça n'a eu aucun sens qu'on fasse ces investissements-là. Et oui, ça a été de m'apercevoir que ce fonctionnement était là, et puis de m'apercevoir que finalement ce fonctionnement était toléré par tout le monde. Avec une question, mais pourquoi personne ne s'en est choqué? Et parfois pousse à devenir un peu parano. Et ce qui a été un petit peu votre mise à mort, ça a été votre engagement par rapport à l'affaire Maxime Walter. Voilà, la mise à mort a été quand je me suis occupé de la cousine, en fait, parce que c'était terrifiant pour l'hôpital. Il y avait dans cette même famille 3 cas dramatiques, 2 qui s'étaient terminés par des décès, donc Maxime et une cousine, et puis une qui s'est terminée par une tétraplégie. Et donc ce que m'a dit le directeur, c'est « mais si on regroupe ces cas, que voulez-vous que pense le public? Que c'est une famille qui n'a pas de chance ou que c'est un hôpital qui est mal organisé ?» Je lui ai dit « personne ne se posera la moindre question, tout le monde comprendra que c'est l'hôpital. Si 3 cousins de la même famille ont des gros déboires en passant par les urgences de Haute-Pierre, enfants, adultes, jeunes, c'est l'hôpital qui est en cause, c'est pas la famille. » Et le fait de m'occuper de la cousine de Maxime, il fallait me faire taire. Et paradoxalement, ça fait que j'ai été contacté par les parents de Maxime et par les avocats de Maxime qui m'avaient dit « il faut au moins que vous compreniez ce qui vous arrive. Et pourquoi vous allez vous faire couper la tête dans les prochains temps. » Et dans cette affaire Walter, il a fallu finalement que ce soit le Conseil de l'ordre d'une autre région qui reconnaisse ou qui accuse en fait l'hôpital. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est le côté
collusion étrange en Alsace entre le Conseil de l'Ordre, la direction de l'hôpital, les médecins, et sur une cascade de choses qui sont présentées dans les 3 expertises qu'il y a eu pour Maxime Walter comme des fautes professionnelles graves, personnelles. Le Conseil de l'Ordre départemental du Bas-Rhin n'avait rien trouvé à redire. Le Conseil de Côte d'Or dit que c'est terrifiant, demande une suspension de 3 ans, dont 1 an ferme, et exige que le médecin, le chirurgien, réapprenne son métier. En disant, mais il est tellement incompétent que si on le laisse travailler, ça va recommencer. Et le drame, c'est que j'ai vu peu de temps après que ça avait recommencé. Enfin, peu de temps après le procès. Aujourd'hui, avec ce livre, à la fin du livre, vous faites des propositions avec le professeur Alimi pour que l'hôpital aille mieux. C'est vraiment vers... Enfin, c'est vraiment votre envie, votre souhait. Voilà, je pense qu'il y a 2 étapes. On en est encore au moment où il faudrait que les gens qui ont envie de bien travailler, qui signalent des dysfonctionnements, des détournements, des complications inexcusables, ne soient pas harcelés et sanctionnés. Ça serait le début pour pouvoir ensuite réfléchir à quels sont les vrais objectifs de la santé publique en France, quelles sont les priorités de la santé publique en France, avec le raisonnement, c'est les patients qui sont l'objectif. Le moyen humain pour aider les patients, c'est les équipes médicales, les équipes, parce que s'il n'y a pas de fonctionnement en équipe, il n'y a rien. Et derrière, oui, il faut bien entendu une gestion, mais le seul rôle des gestionnaires, c'est de donner aux équipes médicales les moyens matériels pour répondre aux besoins de santé publique. Là, on a inversé, c'est maintenant les besoins financiers, comme je dis, qui sont très, très, mon avis, mal compris, mal creusés, et où c'est impossible de savoir comment utiliser l'argent dans un budget hospitalier. Mais c'est cet objectif financier qui est le seul objectif. C'est un moyen, les finances, pour permettre aux équipes médicales d'aller jusqu'à l'objectif qui est une bonne qualité de soins, ce qui veut dire une bonne prévention, des bons traitements curatifs, et puis aussi, parce que c'est très important, des bons traitements d'accompagnement et palliatifs quand on est dépassé. Et on n'a, à mon avis, pas d'énormes moyens pour la prévention. Le curatif, s'il se fait de façon programmée, c'est-à-dire si les gens ont des ennuis où on peut programmer les rendez-vous, ça reste très correct en France, ça reste encore très correct. Si c'est des problèmes d'urgence, non, c'est en train de partir en vrille. Et ce que je pense tous les Français peuvent constater s'ils ont un proche qui est passé à l'hôpital dans une situation où il était au-delà des ressources thérapeutiques, l'accompagnement, le soin palliatif, c'est un privilège qui est donné à quelques très rares personnes. Autrement, c'est avec... Mais c'est mieux qu'il soit à la maison. Enfin, des choses délirantes. Une famille n'est pas prête, formée pour aider un patient cancéreux à mourir chez elle, ou un patient Alzheimer. Donc, et ces vrais objectifs, prévention, traitement, accompagnement, qui supposent le personnel, les équipes médicales en nombre suffisant, les plateaux technologiques, le seul rôle de l'administration, c'est de trouver la meilleure façon pour donner les moyens de répondre aux besoins, aux objectifs de santé publique qui devraient être définis. Et si on inverse, et il faut que les patients et les équipes médicales aient comme seul objectif diminuons nos dépenses, il faut que je consulte moins, il faut que je prescris, etc. On est dans une espèce d'inversion totale, et avec ce vrai problème qui, à mon avis, n'est pas propre à la médecine, mais à presque toutes les grandes activités qu'on regroupait sous le terme de service public. On ne sait pas quels sont depuis des décennies les objectifs de nos gouvernants.
quels sont les projets, en dehors de dire on va faire mieux pour moins cher, on va virer les gens, et sans chercher à savoir la réalité des financements, des dépenses, des financements éventuellement inutiles, ou, etc., etc. Mais c'est le fait qu'il n'y ait aucun objectif qui donne ce mode de fonctionnement étrange dans les hôpitaux, qui est, moi c'est ce que j'appelle l'autogestion hyper-libérale. C'est-à-dire il y a une espèce d'anarchie de super droite économique, mais c'est l'anarchie. Personne ne sait, personne ne contrôle rien. Et les gens qui essaient de faire passer le message, mais il y a du vol, il y a de la falsification, il y a des fausses factures, se font écraser, laminer. Et ensuite, on se retrouve dans cette situation de dépenses inutiles, tout en expliquant qu'il faut faire des économies. Dans le livre, ce qui est très fort aussi, c'est qu'on entend souvent des patients qui ça se passe mal à l'hôpital, on a entendu le malaise des infirmières, etc. Là, c'est vraiment des témoignages de médecins. Et on voit que le système fait que ces médecins sont à bout. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue. Un médecin à bout, il n'y arrive plus. Enfin, voilà, on voit l'énorme souffrance. Voilà, et l'énorme erreur économique qu'il y a eu en France, que la réduction du personnel au sens large, le numerus clausus, autres, allait apporter des économies, a apporté en fait des surcoûts et un épuisement qui ne peut que s'emballer. C'est-à-dire que quand l'équipe est limitée, premier médecin qui craque complètement, ben les 3 qui restent et qui doivent faire non, ça va craquer et on peut se retrouver dans un moment où il n'y aura plus personne. Ce qui s'est passé à Grenoble pour l'endocrinologie pédiatrique, où les 2 piliers du service ont craqué et où leur famille a dit il faut arrêter, on ne va pas attendre le suicide pour... mais dans une indifférence administrative fascinante.